Le cinéma parlant, l'émission sur un cinéma qui vous parle et dont on parle, présentée par Lynn Toubiana, 2 mardis par mois de 21h05 à 22h sur Judaïque FM. Bonsoir chers auditeurs, je vous souhaite tout d'abord une bonne année à tout point de vue et notamment à celui qui me tient à cœur, celui du cinéma. Et ce soir nous commençons fort avec le cinéma de la passion amoureuse, celle entre Léon Blum et Jeanne Reichenbach, illustré par le film de Laurent Hayman, Je ne rêve que de vous. Bonsoir Laurent Hayman. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les studios de Radio Judaïque FM pour vous parler de ce film historique, mais surtout éminemment romanesque. Nous aurons aussi le plaisir d'avoir en ligne le spécialiste des Star Wars, Boris Hébert, qui nous parlera toujours avec la même fougue cinéphile du dernier film, Star Wars, l'ascension de Skywalker. Et enfin, 5 films de l'actualité seront plus brièvement à l'honneur, 5 films qui tournent autour de la même question, celle de la famille au sens large, et aussi plus précisément des relations entre mère et fille et entre sœurs. Donc, ces films sont Play de Anthony Marciano, La Sainte Famille de Louis Do de Lanxin, La Vérité de Coréeda, Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig et La Vie invisible d'Eurydice Kousmao de Karim Enouz. Tes amis par toi me disent l'air narquois, tes folles escapades pour jeter dans mon cœur le doute, la douleur. Alors moi par bravade, je réponds les jaloux, voyez-vous sont des fous. Je ris car que m'importe, et tout bas je me dis, je ne veux plus de lui, à jamais c'est fini. Mais Laurent Hayman, vous reconnaissez la voix de Cora Madou. Cora Madou qui chante une chanson qui s'appelle Passion de Vincent Scotto. C'est pour nous situer dans le contexte de votre film où justement Mathilde Damé interprète une chanson de Cora Madou. Absolument, parce que en fait, Cora Madou, après sa carrière avec Vincent Scotto, avait épousé Guy Lachambre, qui était le maire de Saint-Malo, qui était un ministre de l'air et qui était un des inculpés du procès de Riom. Et à ce titre, elle était dans l'hôtel qui était en face du palais de justice, et elle se trouve avec mon personnage, Jeanne Reichenbach. Et enfin, je ne sais pas si elle était dans cet hôtel. Toujours est-il qu'elle était vraiment la femme de Guy Lachambre, et que nous avons sauté sur l'occasion pour imaginer qu'elle payait son hôtel avec des concerts qu'elle donnait le soir. D'accord. Alors, ce film, Je ne rêve que de vous, est adapté d'un roman. Comment vous avez découvert ce roman de Dominique Missika ? Alors, le livre de Dominique Missika n'est pas un roman, c'est un récit historique qui raconte l'histoire de Jeanne Reichenbach. Alors, comment je l'ai découvert ? Souvent, comme on découvre un livre, un soir, j'étais à dîner chez des amis, et on me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant, comme genre de film ? Et je dis, je cherche confusément un sujet sur une femme pendant la guerre qui soit ni une collabo ni une résistante. J'avais fait un film il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Stella, avec Nicole Garcia, qui est l'histoire d'une jeune juive qui, en fait, était sauvée par son ami qui rentrait dans la Gestapo pour la sauver. Et c'était, il y a pas 15 ans, il y a plus de 30 ans. Et je voulais me replonger dans cette atmosphère parce que je trouve que la complexité des relations qu'il y a pendant les guerres, à avoir avec quelque chose qui définit bien ce que c'est que la passion. Et je parlais comme ça, je disais ça comme ça, et il y a une amie qui était là, qui s'appelle, je vais dire son nom, je vais la dénoncer, qui s'appelle Corinne Baccarat, qui a dit, mais moi je viens de lire un livre. Ce livre s'appelle « Je vous promets de revenir ». C'est une phrase de Léon Blum, dans une petite lettre qu'il a envoyée à Jeanne Reichenbach, il lui a dit « Je vous promets de revenir intact ». Et donc j'ai lu ce livre. Et puis je me suis dit, mais il y a un film là-dedans. Et pourquoi il y a un film ? Parce qu'il y a des personnages, un personnage très fort, qui est cette Jeannot, on l'appelle Jeannot,
et qui était folle amoureuse de Bloom depuis l'âge de 15 ans. Et Bloom était marié, il était hors de question de quoi que ce soit. Puis Bloom s'est marié une deuxième fois à la mort de sa première femme. Sa deuxième femme, la fameuse Thérèse, celle qui était l'égérie de gauche aux côtés de Léon Blum, est morte en 1938. Et l'autre histoire commence en 1940, quand Jeanne décide de tout abandonner pour suivre, aider, sauver, assister l'homme qu'elle aime, Léon Blum. Voilà, donc il y a Jeannot, qui est interprété par Elsa Silberstein. Il y a un très beau casting dans votre film, et Hippolyte Girardot, interprété par... plutôt Léon Blum, interprété par Hippolyte Girardot. Il y a aussi Émilie Dequesne. Voilà, beaucoup d'artistes formidables. Alors, donc, nous sommes entre 1940 et 1943. Jeanne Reichenbach est, comme vous venez de le dire, amoureuse de Léon Blum depuis l'âge de 15 ou 16 ans. Elle n'hésite pas à quitter mari et fils pour le suivre jusqu'à Buchenwald, où Léon Blum est détenu. On va écouter la bande-annonce de ce film. Je pars pas avec toi, je reste. Qu'est-ce que vous lui trouvez? Rien. Tout. C'est vrai ce qu'on raconte sur tes rapports avec Léon Blum? Tu serais prête à tout laisser tomber pour suivre un vieux politicard? Ah, vous êtes là. Vous n'en faites qu'à votre tête. Dans ma tête, y'a que vous. La défaite qui se prépare va être terrible. Et on va me la faire payer très cher. La police a cerné la propriété des Montel. Ils ont arrêté Monsieur Blum. Mon beau-père a besoin de tout le monde pour tenir le coup. Et vous êtes mon ange gardien. Je n'aime pas l'image que vous donnez. Mais quelle image? Ça gêne qui? Blum est parti. Quoi? Comment ça parti? Assigné au fort du Portalet. Mais pourquoi? Mais c'est où? Vous avez compris pourquoi on vous a mis ici? Pour nous humilier tous. Mondel, Reynaud, les autres. Le procès actuel n'est plus le procès de la France. Un jour ça va finir ce cauchemar. Oui. Mais il sera fatalement le procès de la République. Je vous aime, Blum. Je vous aime. Il faut que vous quittiez la France. Je préfère être en prison avec vous que libre sans vous. Cette femme est irrépressible. Vous voulez dire incontrôlable? Est-ce que vous voyez une fin à ce désastre? Votre détermination à prendre des risques force l'admiration. Je suis liée à lui, c'est comme ça. Voilà, cette phrase « Je suis liée à lui », c'est comme ça, montre la force de cette passion et son caractère inéluctable, fatal, une passion exclusive que vous avez bien mise en lumière dans votre film. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui était ambigu et paradoxal et passionnant, c'est que cette passion, pour le coup, cette passion, elle s'accompagne du fait que ces deux personnages-là pensent qu'ils vont mourir. C'est-à-dire qu'ils se font très très peu d'illusions sur leur avenir. Ils sont otages d'Hitler, hein, ça s'appelle comme ça. Ils ont été isolés dans ce petit pavillon avec l'homme politique de droite Georges Mandel, qui lui finira assassiné par la milice. Et quand ils apprennent d'ailleurs la mort de Mandel, ils pensent tous les deux que c'est eux qui sont les prochains sur la liste. Donc c'est à la fois de l'amour, on s'entraide, on s'aime, on se soutient, on veut sortir du désespoir, mais en même temps on se fait pas d'illusions. Voilà. Sauf que ça finira bien pour eux puisqu'ils n'y mourront pas. Mais voilà, c'est ça qui est le vecteur du film. C'est ça qui porte le film comme ça dans une énergie. Et justement, ces acteurs-là, Elsa Silberstein et Hippolyte Girardot, ont ça de formidable, c'est qu'ils sont des acteurs énergiques. Ce sont des acteurs qui ont une dynamique intérieure, rythmique, forte, une cadence de jeu qui fait que c'est pas un film mélodramatique, plan-plan. C'est un film sur l'amour, sur affronter les événements les pires que vous pouvez imaginer, mais avec cette force-là. Et c'est un film sur la force de l'amour. Oui, une force de l'amour, une fougue déraisonnable, hein, comme il est dit à un moment donné à propos de Jeanne. Et puis aussi, ces deux êtres sont des êtres libres.
On le voit bien à travers leur existence à chacun. Léon Blum qui a été marié 2 fois, Jeanne qui a eu également 2 époux et qui n'hésite pas à quitter son mari pour Léon Blum. Ce sont 2 personnages assez anticonformistes. Oui, alors leur liberté, elle est quand même, c'est une liberté qui est emprisonnée, quoi. Hein. C'est ça. Alors, mais Sartre avait dit qu'on n'a jamais été aussi libre que quand on était que sous l'occupation. Alors c'est peut-être lié à ça. Je veux dire, ils sont en prison, ils sont surveillés, ils sont en prison, et leur liberté amoureuse s'affirme dans ce cadre-là, dans ce carcan-là, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a une telle force. C'est pour ça qu'il y a une telle force. Alors justement, ce sont 2 personnages amoureux, hein, surtout Jeanne qui représente la passion amoureuse. Alors Léon Blum, c'est pas banal de le voir dans cette posture de vieil amoureux, il faut le dire. Enfin un peu. Il est beaucoup plus âgé qu'elle. Beaucoup plus âgé d'elle. Ils ont une différence de 30 ans. Et on est loin de la figure emblématique et mythique de Léon Blum. Oui, alors en fait, Léon Blum était quand même, je dis pas que c'était un dandy, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'était un homme élégant, c'était un amoureux. Nous, on l'a fait amoureux. Amoureux des lettres aussi. Oui, bien sûr, c'était un homme littéraire, il était critique de théâtre à ses débuts, il écrivait des poèmes, il a écrit des très beaux essais, il y a un essai de lui sur Stendhal qui a un très très beau livre, et puis il est arrivé à la politique petit à petit, les biographes l'expliquent bien. Et nous, on a gardé ce côté amoureux de Blum, ce côté léger qu'il avait, et profondément intelligent, profondément lucide sur ce qui lui arrivait, mais vivant son amour comme quelque chose qui lui permet de survivre, justement. Ça lui permet de survivre parce que il sait que sinon, il va vers le désespoir. Sinon, il va vers une mort désespérée. Et là, il a un mouvement, il y a un mouvement positif pour lui. Et c'est pour ça qu'on en a fait un amoureux, quoi. C'est ce qu'Hippolyte a joué, quoi. Oui. Un peu enfantin même, de temps en temps. Oui, tout à fait. Alors, l'histoire avec un grand H, ou une grande H, comme disait Pérec, est tout de même convoquée, puisque nous avons Georges Mandel, qui est otage aussi avec lui, et qui va être assassiné par la milice. Il est question aussi de Jean Zay, qui est aussi prisonnier. Et d'ailleurs, vous représentez la femme de Jean Zay, qui fait partie de ces femmes, justement, dans le cabaret, qui écoutent la chanson interprétée par Mathilde Damé. Est-ce que vous avez contacté les filles de Jean Zay, que nous connaissons bien par ailleurs ici? Je me doute que vous les connaissez, évidemment. Je me doute que vous les connaissez. Et je les ai croisées parce que précédemment, il y a une dizaine d'années, j'ai fait un film sur Pierre Mendès France pendant la guerre, et elles étaient venues à la projection et on les avait présentées. Mais par expérience, parce que j'ai fait des films sur des personnages qui sont morts ou qui sont vivants, mais des personnages historiques et qui ont de la famille, par expérience, j'évite de m'approcher des proches. Parce que, alors pour le coup, c'est ma liberté qui est en jeu. C'est-à-dire mon regard sur Bérégovoy, mon regard sur Mendès, mon regard sur Bousquet et mon regard sur Léon Blum. Il faut que je l'assume. Il faut que je fasse le film. Il faut pas que j'essaye de faire plaisir à tout le monde, mais il faut que ce soit ma vision de la chose qui l'emporte. Or, c'est injouable d'avoir cette liberté avec la relation avec quelqu'un qui est lié familialement avec le personnage dont on parle. C'est leur fille, quoi. Voilà, c'est pas de la rigolade, vous voyez ce que je veux dire. Donc, et moi, je suis dans la fiction, je suis dans l'imagination, je suis dans l'interprétation de l'histoire. Peut-être que le fait d'interpréter en fiction l'histoire revient au même que l'historien qui interprète un document, une source, qui lui, peut-être que c'est lié et que c'est un autre regard. Toujours est-il que je ne peux pas, alors je ne dis pas le mot m'encombrer, mais je ne peux pas risquer de gâcher ma vision par des considérations de gens qu'au départ je respecte puisque ce sont les proches de celui dont je parle, quoi. Voilà. Donc je ne les connais pas. Je les ai croisés à cette projection, et nous sommes croisés de loin à Orléans, puisque à Orléans, il y a eu cet été un festival de Cannes qui n'a pas eu lieu, c'est celui de 1939. Le maire d'Orléans était Jean Zay, il est l'inventeur du festival de Cannes, et on l'évoque dans mon film, effectivement. Mais je voudrais dire un mot sur Georges Mandel.
oui, puisqu'il est joué par Jérôme Deschamps dans le film et qu'il était incarcéré avec Blum et Jeannot à Buchenwald, dans ce petit pavillon qui est à 800 mètres du camp. Georges Mandel est une figure très importante de la Troisième République. C'était un ministre extrêmement actif et surtout, c'était un anti-hitlérien et un anti-nazi extraordinairement actif. Il a refusé de quitter la France pour Londres à mi-juin 1940 parce qu'il ne voulait pas qu'on dise que les Juifs fuyaient. Il a été un prisonnier de la première heure puisqu'il est monté sur le fameux bateau Massilia. Il était arrêté dès son arrivée en Afrique du Nord. Il a passé la guerre de prison en prison et avec un courage et une lucidité politique extraordinaire. C'est un homme de droite, conservateur, tout à fait intéressant. C'était le chouchou de Clémenceau, enfin le chouchou, un fils spirituel de Georges Clémenceau. Et c'est assez intéressant de voir qu'il se retrouve avec un ennemi politique dans la même prison, Léon Blum, mais ils s'entendaient très bien. Et donc on a voulu montrer. À l'écran, oui. Voilà, on a voulu montrer ils sont restés 2 ans ensemble quand même. On a voulu montrer cette connivence des intelligences politiques. Et j'aime beaucoup le personnage de Georges Mandel. Alors, vous avez réalisé, Laurent Heinemann, plus d'une vingtaine de films. Il faut rappeler à nos auditeurs le premier film politique que vous avez réalisé, La Question, en 1977. Et vous avez également adapté le roman de Frédéric Dard, La vieille qui marchait dans la mer, avec Jeanne Moreau. Et vous avez donc retracé au cinéma et à la télévision les histoires, comme vous venez de le dire, de Pierre Mendès France, René Bousquet, Pierre Bérégovoy, etc. Alors, pourquoi y a-t-il toujours beaucoup de personnages historiques dans vos films ? Alors, en fait, c'est parce que c'est ce qui me plaît, à savoir que pour moi, le cinéma, c'est quelque chose qui doit émouvoir et éveiller la curiosité. Voilà, c'est les 2 choses qui me plaisent dans le cinéma. Je parle de la relation que le cinéma a avec le spectateur. Après, dans l'exercice de la mise en scène, dans l'exercice de la réalisation, il y a d'autres choses qui font que je ne pourrais pas faire autre chose que de faire des films dans la vie. Mais ça, c'est mon problème, c'est mon problème d'artiste, je dirais. Mais sur la fonction sociale et publique du cinéma, c'est ce que je cherche. Je cherche que ça soit émouvant et sensible. Et en même temps que les gens, quand ils sortent de la salle, ils aient envie d'en savoir plus que ce que je leur ai raconté, puisque je ne veux pas faire un cinéma pédagogique. Absolument. C'est toujours le cinéma passe avant la pédagogie. Et donc j'espère toujours que les gens vont aller regarder Wikipédia en sortant de la salle, se renseigner, savoir ce que j'ai mis de côté, pourquoi je l'ai mis de côté, comprendre pourquoi je l'ai mis de côté, ce que j'ai mis en lumière. Voilà, pour moi, c'est la fonction sociale de mes films. Maintenant, j'ai aussi fait La vieille qui marchait dans la mer. C'est-à-dire, de temps en temps, j'aime bien m'amuser aussi. Alors, cela faisait déjà un certain temps que vous n'aviez pas réalisé de film pour le cinéma. Vous avez surtout travaillé pour la télévision. Alors, comment passe-t-on de la télévision au cinéma ? C'est une grammaire, une démarche artistique différente. Bon, alors, il faut savoir qu'artistiquement, c'est pas différent. On fait un film. Bon, voilà, on dit moteur, et après on dit coupé. Voilà. On fait un film dans une autre économie. Bon, ça c'est un détail. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que j'ai fait donc Je ne rêve que de vous, c'est mon 9e film de cinéma, et c'est 9 films dont je suis à l'origine, que j'ai voulu. Alors que la 30aine de films que j'ai fait pour la télévision sont des films que je revendique, sur lesquels souvent j'ai travaillé sur le scénario, mais ne sont pas de mon initiative. Alors c'est ça pour moi la différence. La différence, c'est que la télévision est venue vers moi pour me proposer des choses que j'estimais extrêmement intéressantes à faire, alors que le cinéma, pour moi, c'est une bagarre que je dois mener pour imposer un désir que j'ai, comme ça, fugitif. Comme je vous ai raconté, je suis à table avec des amis, et tout d'un coup, je vais lire un livre, et je vais envie de le faire comme film. Et c'est bien parce que vous êtes arrivé à réaliser ce film. Alors, parlons aussi de Léon Blum, parce que évidemment, c'est une figure qui nous intéresse plus particulièrement ici, dans les studios de Radio Judaïque FM. Léon Blum, donc, était juif. Il se revendiquait comme alsacien,
donc plutôt français, juif et socialiste. C'était la triple identité. Et on a vu d'ailleurs, il a été détesté en tant que juif, évidemment, pendant l'occupation et la collaboration. C'était l'homme à abattre. Et ensuite, après la libération, il a été un grand défenseur du sionisme. Alors, d'abord, Blum n'a pas été détesté que pendant la guerre. Toute l'affaire du Front populaire et avant, Blum a été la victime de l'antisémitisme violent, virulent de l'extrême droite et de la droite. Je rappelle au passage le mot d'un écrivain qui s'appelle Pierre Yaxot, qui l'avait appelé la jumelle palestinienne. Parce que Blum avait une façon de parler extrêmement délicate, et que la jumelle palestinienne, ça veut dire l'homosexuel juif, c'est ça que ça veut dire. D'accord. Alors, sur sa sexualité, il y avait effectivement une erreur, mais toujours est-il que vous voyez le niveau des insultes. Voilà. Alors ensuite, Blum je dirais pas que le fait d'être juif était... Blum est un socialiste républicain juif. Laïque. Voilà, laïque. C'est un juif laïque. Voilà, il n'a pas de tradition religieuse dans sa famille et par ailleurs, il n'a jamais mis en avant une dimension communautaire de son existence politique et intellectuelle. Mais il était sioniste, alors sioniste au sens... évidemment des années 30, c'est-à-dire que c'est un socialiste sioniste. D'ailleurs, il y a un kibbutz en Israël qui s'appelle... Blum. Voilà. En Galilée. Voilà. Et Blum a été un ami du sionisme et d'Israël, autant par conviction politique sur un monde rêvé qu'il souhaitait, que par adhérence religieuse. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Blum est un homme politique. Et donc, son sionisme, il est politique, il est socialiste et il est égalitaire, je dirais. Et républicain. Voilà, et républicain. Tout à fait. Merci Laurent Heinemann pour ce film. Je ne rêve que de vous, qui effectivement est sur la passion romanesque, mais suscite la curiosité. Tant mieux. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. J'ai vu que la production s'appelait Mazel Tov pour ce film. Bonsoir.